L'éleveur, il a fait un burn-out, il a fait 4 hospitalisations psychiatriques, plus de 1000 jours d'arrêt de travail, 8 ans de traitement médicamenteux. Et un jour, il a quand même décidé d'y retourner et d'emprunter 5 millions d'euros pour se remettre aux normes et reprendre le travail. Si vous êtes une entreprise qui veut être dans un supermarché, vous allez aussi devoir payer vos places dans le catalogue. Vous allez devoir payer les annonces à la radio si on fait la promo de votre produit, la disposition de vos rayons en magasin. Vous allez même financer le vol, c'est-à-dire on va dire on va vous prendre 100 poulets, d'accord, mais on sait que sur les 100 poulets, on va nous en voler 2 parce que statistiquement c'est comme ça. Donc vous allez nous en donner 102. On va même jusqu'à récupérer les calculs biliaires bovins. Et ça se revend jusqu'à 150 000 € le kilo. J'ai réussi à appeler le gérant. Je comprends pas, qu'est-ce que vous faites de ces calculs biliaires de bovins? Il m'a dit, je peux pas vous expliquer, vous comprendriez pas. Ça sert à la pharmacopée chinoise. Et puis il a fini par raccrocher. Bonjour Ulysse, bienvenue dans l'émission D'un monde à l'autre, donc sur la chaîne de L214. Alors tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Le sens du bétail, qui explore un peu les coulisses du monde agricole. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous dire aussi ce qui t'a poussé à enquêter sur le monde agricole? Ça a quand même occupé 2 ans de ta vie. Tu as rencontré plus de 250 témoins, dont une centaine d'éleveurs. Et voilà, qu'est-ce qui t'a pris? Eh bien, moi, je suis journaliste indépendant depuis un peu plus de 10 ans. Et ça fait quelques années que je baigne dans un climat qui est quand même assez hostile envers l'élevage. Moi, j'ai beaucoup de mes proches, dont ma petite amie avec qui je suis depuis plus de 10 ans, qui est végane. Donc, je suis sensibilisé à tout un tas de questions autour du monde agricole depuis longtemps. Et ce qui motive souvent mes enquêtes, moi, c'est de rencontrer les principaux accusés, si tu veux. Donc, je m'étais dit, ce serait intéressant de rentrer en contact avec des éleveurs pour un petit peu les questionner sur toutes les problématiques qu'on peut voir dans les médias, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré des éleveurs, je me suis pris un peu une claque de réalité. La détresse agricole, c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté, en fait. Je me suis dit, ces gens qui, parfois, peuvent être considérés comme des bourreaux, parfois sont aussi les premières victimes d'un système qui les a servis, quoi. Il y a quand même plus d'un suicide par jour dans ce milieu-là. Et donc, ça m'a fait un petit peu relativiser les a priori que je pouvais avoir sur les éleveurs et les éleveuses. Et j'ai découvert qu'ils subissaient tout un tas de pratiques vraiment délétères de la filière. Et donc, l'objet de mon enquête était de remonter de la ferme jusqu'à l'assiette, en remontant étape par étape et en découvrant et en révélant des pratiques vraiment injustes qui leur nuisent à eux ainsi qu'aux animaux. C'est un travail surtout qualitatif, j'ai envie de dire, puisque tu vas à la rencontre des éleveurs, tu t'intéresses à leur vécu, leur existence, leur monde, dans quel monde ils vivent. Donc on est sur un travail très précis de journaliste. Et tu as eu l'occasion, la chance, j'ai envie de dire, de rencontrer la première dame, on va dire, de l'agriculture. À l'époque où tu faisais ton enquête, donc Christiane Lambert, oui, qui était présidente de la FNSEA au moment de ton enquête, au moment où tu as commencé. Quand je l'ai rencontrée, elle venait de quitter son poste il y a quelques mois, mais je l'ai quand même rencontrée dans les bureaux de la FNSEA alors qu'elle n'avait plus son poste de présidente. Elle a encore des responsabilités au niveau européen à cette époque-là. Voilà, elle était présidente du COPA-COGECA, qu'on peut considérer être l'équivalent de la FNSEA au niveau européen. Et du coup, Christiane Lambert, qu'on a beaucoup vu, qui a beaucoup communiqué, donc tu as pu la rencontrer, oui, et tu as eu la chance de la rencontrer, et visiblement, elle n'a pas forcément aimé votre rencontre, puisqu'elle t'a traité de fouille merde. Visiblement, tu as mis en avant quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup apprécié. Est-ce que tu peux juste nous détailler ce que c'est? Eh bien, au cours de mon enquête, il y a 2 témoins qui m'ont indiqué, sous couvert d'anonymat, parce que beaucoup ont peur des représailles dans ce milieu, qui avaient eu communication de ses bilans financiers, parce que Christiane Lambert, pour pouvoir prétendre être présidente de la FNSEA, par exemple, elle doit être agricultrice. Donc elle avait une ferme, en l'occurrence, un élevage de cochons. Et donc les informations que j'avais m'indiquaient qu'en fait son élevage de cochons était en déficit permanent année après année, avec des résultats négatifs à parfois 5 voire 6 chiffres. Et donc forcément ça peut questionner, ça peut poser tout un tas de questions. J'ai voulu en discuter avec elle lors d'un entretien. Et quand j'ai commencé à évoquer le sujet, à lui citer les chiffres que j'avais en ma possession, elle m'a arraché ma feuille de notes, elle me l'a confisquée, je ne l'ai jamais récupérée.
Elle m'a traité de fouille-merde, elle a dit qu'elle allait porter plainte contre moi et qu'elle allait dire à tout le monde de ne pas me parler, comme si elle allait essayer d'exercer une forme de censure. Et effectivement, j'ai été mis à la porte très rapidement. Donc oui, je ne m'attendais pas à une telle violence, entre guillemets, dans cet entretien. Ouais. On peut imaginer que ça fait un peu désordre d'une présidente du plus grand syndicat d'avoir une exploitation déficitaire. Après, on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors peut-être que... Ouais, il y a plein de choses qui pourraient l'expliquer en réalité. Je pense même qu'elle aurait pu se saisir de ça pour dire, bah, vous voyez, je suis une agricultrice comme les autres. Ça montre bien qu'il y a un problème dans cette profession, un problème de rentabilité. Je suis aussi mal loti que tout le monde. De toute façon, ce n'est pas la seule à avoir un élevage en déficit année après année. Il y a des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont dans son cas. Oui, je ne sais pas vraiment pourquoi ce qui a déclenché ça. Elle, il faut le dire, elle m'a dit que ces chiffres étaient faux, mais elle n'a pas voulu les corriger et elle a accusé son comptable et ses proches de m'avoir transmis ces informations, ce qui peut faire douter. Contradictoire. Du coup, ouais, c'est un petit peu contradictoire, exactement. Un aveu un peu... Mais voilà, ça pose plusieurs questions, effectivement. Est-ce qu'en tant que présidente de la FNSEA, elle est en capacité de pouvoir mener son élevage à bien ou pas? Je ne réponds pas à cette question, mais ça pose la question. Et puis aussi, ça veut dire qu'elle ne vivait pas de l'agriculture, parce qu'elle et son mari, qui est également cadre dans une grande coopérative qui s'appelle Terena, ne percevaient pas un centime de l'agriculture, mais des mandats liés à l'agriculture. Voilà, elle gagnait sa vie grâce à la FNSEA, ses postes au Crédit Agricole et bien d'autres, mais pas grâce à son élevage de porc. Pourtant, son éleveur est quand même, ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve, son élevage ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver de façon classique, hein, c'est un élevage de cochons. Ouais. Donc on a du mal à penser qu'elle soit convaincue justement que le modèle qu'elle défend, hein, c'est quand même que défend la FNSEA, le modèle productiviste où les animaux sont enfermés dans des bâtiments. Donc on a du mal qu'elle pense d'être convaincue que ce modèle-là fonctionne, et source d'épanouissement pour les éleveurs, source de rentabilité aussi. Tout à fait, ouais. Ce que m'ont dit mes témoins, ce qui les a motivés à me transmettre ces informations, c'est de me dire ces personnes-là incitent des jeunes à s'engager, à monter des élevages, à s'engager dans l'agriculture. Et il faudrait déjà prouver que ce modèle est viable pour eux, parce que derrière, comme je l'ai dit, il peut y avoir des suicides. Donc, d'accord pour installer des jeunes en agriculture si c'est nécessaire, mais il faut qu'ils puissent le faire dignement, sinon ça va effectivement se finir en liquidation judiciaire ou bien ils vont se mettre la corde au cou, quoi. Je ne sais pas si Christiane Lambert avait rencontré la famille Lenné, dont tu parles dans ton livre. Ouais. C'est une situation, c'est une descente aux enfers. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette situation? Parce qu'il me semble qu'elle est assez représentative de ce qu'on peut retrouver justement dans l'agriculture. Tout à fait. La rencontre avec Olivier Lenné m'a vraiment bouleversé. Il faut imaginer un grand gaillard qui a des mains qui font la taille de ma tête, quoi. Et pourtant, il s'est retrouvé là à me livrer son histoire, les larmes aux yeux, même en pleurant comme un enfant battu. Donc ça montre bien la souffrance qu'il peut y avoir dans ce milieu. Ce qui arrivait à Olivier, c'est tout simplement qu'à la base, il a reçu une mauvaise livraison d'aliments. En fait, il avait des vaches laitières, il avait de bonnes performances, quoi. C'était un éleveur reconnu dans le milieu. Un jour, ces vaches perdent en production d'un coup. Au début, il ne sait pas si c'est un parasite, si c'est autre chose. Et il se rend vite compte avec son vétérinaire qu'il y a un problème avec l'aliment. Plus tard, il se rendra compte que c'était un aliment pour taurillons et pas pour vaches laitières. Ça paraît un peu technique, mais en gros, ce n'est pas du tout les mêmes besoins. Et ce qui est terrible avec l'histoire d'Olivier Lenné, c'est qu'on voit bien, c'est le début d'une spirale qui est absolument tragique. Elle perd en production, il perd son quota laitier, c'est-à-dire qu'il doit produire moins, mais du coup, il a moins de revenus. Et du coup, au fur et à mesure, il ne peut plus du tout alimenter ses vaches, plus payer ses factures. Il est sous la coupe d'un mandataire judiciaire qui gèle ses comptes. Il essaye d'alerter les préfectures, il essaye d'appeler Julien Courbet, il essaye de toquer à toutes les portes pour essayer de faire changer les choses. La coopérative, elle, se protège. Olivier, il accuse même les services vétérinaires de s'être ligués contre lui, etc. Et au final, quelques années plus tard, ces vaches, en fait, elles se mettent toutes à mourir de faim. Et il y a un ami qui lui dit « Bon, Olivier, on entend tes vaches hurler à la mort de l'autre côté du village. » Ils sont venus avec le maire qui était en place et c'était l'hécatombe. Il y avait des cadavres par terre, des vaches qui étaient totalement amaigries. Ils ne pouvaient plus les sauver.
il dit, moi je suis éleveur, je ne suis pas tueur. Si j'avais voulu tuer mes vaches, elles auraient rien senti. Je l'aurais fait entre guillemets proprement. Mais moi, mon rôle, c'est de garder les animaux vivants et en bonne santé. Et il se retrouvera même condamné pour maltraitance animale, alors que selon lui, c'est lui la victime. On lui a livré de mauvais animaux, la coopérative s'est protégée, la préfecture ne l'a pas aidé, les chambres d'agriculture ne l'ont pas aidé. Donc c'est une histoire qui est tragique, mais ces histoires, je ne les raconte pas juste pour faire pleurer, c'est pour montrer cet étau dans lequel se retrouvent les agriculteurs, où ils sont tout petits face à un énorme système. Ça montre aussi la fragilité du système, c'est-à-dire qu'il y a une erreur ou voilà, un dysfonctionnement à un moment donné et l'éleveur ne peut plus s'en sortir. Et puis là, tu parles de l'alimentation animale, donc c'est vraiment le début, si on va justement de l'élevage à la fourchette. C'est vraiment un des plus gros postes de dépenses pour les éleveurs. C'est le premier poste de dépense et finalement, ce que tu dis, c'est que les éleveurs finalement ne savent pas ce qu'il y a dans la composition de l'alimentation. Souvent, on ne savent pas ce qu'il y a dans la composition de l'alimentation. C'est ça. Et les animaux peuvent finalement être un peu des poubelles de l'alimentation, finalement. Ouais, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, les éleveurs ne savent pas ce qu'ils donnent à manger à leurs propres animaux. Alors ça peut paraître vraiment incroyable, et moi-même j'en ai douté, mais au fur et à mesure des histoires, j'ai fini par comprendre que c'était réel. Un nutritionniste, Yann, que je cite dans mon enquête, me dit on leur fait avaler ce qu'on n'oserait pas faire avaler aux humains. Ça devrait finir à la poubelle, ça finit dans le ventre d'une vache, et lui, en l'occurrence, il ne cautionne pas. C'est un nutritionniste indépendant qui est sorti du système, qui travaillait en usine d'alimentation animale. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, par exemple, pour les cochons, les volailles, on leur donne des granulés. Et ces granulés, en fait, ils répondent à des formules, des sortes de recettes, mais qui sont inconnues de tous, y compris les éleveurs, y compris parfois même des techniciens qui vendent ça. Des techniciens me l'ont confirmé. Parfois même, les vétérinaires ne savent pas exactement ce qu'il y a dans ces granulés. Et quand ils arrivent à obtenir cette formule, ils n'ont pas le droit d'informer l'éleveur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ces formules? Eh bien, il y a des formulateurs. Leur mission, c'est de respecter des valeurs nutritionnelles et peu importe ce qu'ils mettent dans l'aliment, ils peuvent mettre des céréales nobles, mais depuis quelques années, ces céréales nobles depuis quelques années, ces céréales nobles sont remplacées par ce qu'on appelle des issus de céréales. C'est des sortes de déchets, on va dire, par exemple, des sous-produits de céréales. Et puis, si le blé augmente de 10 centimes, on va remplacer par autre chose, etc. Et j'ai tout un tas de témoignages, y compris d'anciens salariés en usine d'alimentation animale, qui m'ont dit qu'au cours d'une même journée, la formule pouvait changer 8 fois selon le cours de la bourse qui avait évolué durant cette même journée. Avec, du coup, parfois des conséquences délétères, parce que l'éleveur, lui, il pense recevoir le même aliment, il y a la même étiquette, il y a les mêmes valeurs nutritionnelles, mais il peut y avoir des aliments moins appétants, donc les animaux vont moins manger, donc ils auront moins bonnes courbes de croissance, ils peuvent tomber malades, parfois même ils peuvent mourir. Et donc voilà, encore une fois, comment on se rend compte que les éleveurs sont pris dans un étau, et surtout ils sont tout seuls face à cette énorme agro-industrie. Donc quand un éleveur arrive à déterminer que son aliment, il y a un problème avec cet aliment, c'est mission impossible pour tenter de faire valoir ses droits et de se retourner contre les livreurs, par exemple. Absolument. C'est compliqué aussi de faire analyser son alimentation, parce que les laboratoires qui travaillent et généralement pour l'industrie alimentaire en premier lieu, donc l'indépendance, elle n'est pas là aussi. T'expliques aussi que les animaux sont finalement considérés comme des unités de production et que chaque centime est économisé au niveau de la nutrition, voilà, parce que c'est des tonnes d'aliments qui sont déversés dans les silos des élevages, donc tout à fait. Quelques centimes d'écart sur le kilo, ça fait à la fin ces sommes considérables. Ce que me dit le nutritionniste dont je te parlais, c'est que le chiffre après la virgule dans l'alimentation animale est très important. Parce qu'il faut imaginer le volume. Tous les jours, il faut nourrir des millions d'animaux. C'est un débouché énorme pour l'industrie des céréales. C'est un débouché, c'est vraiment comme ça. Je pense que les grands céréaliers, les oléoprotéagineux réfléchissent en fait. On voit justement le groupe Avril, une des filiales du groupe Avril, donc, qui est administrée par les dirigeants de la FNSEA. C'est Sanders qui vend l'aliment aux éleveurs. Et, et tout ça a des conséquences évidemment sur la santé des animaux qui finalement passent au second plan, quoi. Oui, tout à fait. Alors on pourrait se dire, mais quel intérêt de mal nourrir des animaux? Au final, tout le monde y perd.
effectivement, on peut voir ça comme ça, mais sauf qu'un éleveur qui va recevoir un aliment de mauvaise qualité, va avoir de mauvaises performances avec ses animaux qui vont peut-être pas s'engraisser assez vite, au final, il sera pénalisé par l'abattoir ou sa coopérative qui lui diront bah, « t'as pas été assez bon, on va te les acheter moins cher, etc. » Donc, au final, toutes les pratiques que je révèle, on se rend compte que celui qui perd à la fin, c'est bien souvent les deux personnes qui sont à chaque bout de la chaîne, c'est l'agriculteur et aussi le consommateur. Parce que du coup, la viande peut aussi être de moins bonne qualité si on leur donne à manger voilà, les résidus de céréales ou les céréales déclassées, etc. Et on arrive aussi à des aberrations où on a des veaux qui valent à peu près zéro aussi. Ah oui, tout sur la à fait. question Ouais. des animaux, c'est assez incroyable. Ouais, j'ai découvert une facture, il y a écrit veau sans valeur, 0 €. C'est-à-dire qu'un éleveur a vendu son animal au prix de 0 € et il y a tout un tas d'animaux qui en fait n'ont aucune valeur dans la filière de l'élevage. Donc il y a par exemple les poussins mâles broyés que vous avez déjà documentés, il me semble, chez L214. Mais là, ça arrive avant les fermes. Mais dans les fermes, il y a des animaux qui valent quasiment rien. Donc c'est les veaux mâles laitiers notamment, mais aussi dans les élevages de chèvres. Les veaux mâles aussi, ils se vendent entre 50 centimes et 1 €. C'est-à-dire que c'est moins que le coût pour les nourrir. Et c'est quoi la conséquence de ça? Eh ben, c'est qu'il y a de nombreux éleveurs qui laissent mourir, voire qui tuent leurs jeunes veaux mâles ou leurs jeunes chevreaux mâles parce que tout simplement, ils sont déjà dans une situation financière très compliquée, ils ne peuvent pas s'en occuper et ils n'en sont pas fiers, hein, mais certains le confient, quoi. Tout tourne autour de la valeur qui est captée ou pas captée par les uns ou par les autres dans toute cette chaîne. Alors, au début, évidemment, il y a les animaux qui travaillent, hein, on peut les considérer comme des prolétaires en fait. C'est-à-dire qu'ils offrent leur production, le lait, enfin ils offrent. On leur prend le lait, les œufs, leur chair, comme pour les poissons, la viande, etc. Et puis, en contrepartie, ils ont éventuellement l'alimentation et des soins un peu basiques. Ouais. Et ça s'arrête là, mais c'est très utilitaire, hein, comme tu dis, si un veau n'a pas de valeur économique, justement, ben, on va le laisser crever. C'est ce que tu dis d'une éleveuse qui s'appelle Babette, hein, qui est désolée de cette situation, mais qui est comme ça. Oui, tout à fait, ouais. Et on voit dans ce rapport... C'est pas la seule à me l'avoir dit, hein, je tiens à le préciser, ouais. C'est vraiment des témoignages concordants, et puis j'en ai parlé depuis la sortie de mon livre, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disent « bah oui, c'est vrai, à une époque, on nous demandait même de laisser nourrir nos veaux parce qu'on était en surproduction, ça valait plus rien, plus personne en voulait parce qu'on savait pas où les mettre. » Donc oui, c'est assez terrible, hein. Donc on a au début de la chaîne donc les animaux voilà, qui fournissent ce qu'on leur demande de fournir, les éleveurs qui travaillent pour les alimenter, pour mener leur exploitation, et puis on a un rapport de force entre les éleveurs et les transformateurs. Donc tu évoques notamment pour la viande Bigard et Lactalis pour le lait. Oui. Comment finalement ces deux grosses industries ont réussi à dicter le prix et se mettre dans un rapport de force qui fait qu'en fait c'est marche ou crève du côté des éleveurs. Tout à fait. C'est assez simple, c'est le capitalisme en quelque sorte. C'est-à-dire que en fait, dans chaque filière dans l'élevage, il y a des oligopoles. Ça veut dire qu'il y a 1, 2 ou 3 géants qui ont la main mise sur tout le secteur. Bigard, en l'occurrence, il rachète les abattoirs en série et c'est devenu le leader de la viande comme ça. Donc, bien souvent, si vous êtes éleveur, vous pouvez commercer qu'avec Bigard. Il n'y a que Bigard qui va prendre vos animaux, par exemple. Ça peut être LDC dans la volaille aussi, par exemple. Et donc, à ce moment-là, il n'y a aucune concurrence. Il n'y a pas un abattoir qui va se battre pour dire « bah non, viens chez moi, je vais t'offrir un meilleur prix ». Et l'intérêt de Bigard, ce n'est pas d'acheter des animaux à des bons prix qui vont permettre à l'éleveur de vivre dignement. C'est une entreprise comme une autre, elle veut acheter pas cher et revendre le plus cher avec des volumes qui lui conviennent, etc. Donc c'est aussi simple que ça. Concernant le secteur laitier, il y a un peu plus de laiterie, c'est certes en France, comparé à Bigard dans le secteur de la viande. Mais Lactalis, c'est le numéro 1 mondial du lait, et donc on peut se retrouver aussi dans une situation où un éleveur laitier ne va pas avoir le choix que d'aller chez Lactalis parce qu'il ne peut pas aller chez un autre pour une question, soit dans son territoire il n'y a personne d'autre, soit les autres sont en surproduction et ne prennent plus d'éleveurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que les éleveurs ne font pas leur facture en fait. C'est celui qui achète qui décide du prix.
Voilà comment on en arrive là. En fait, les éleveurs, ils savent combien ils sont payés quand ils reçoivent la facture de l'abattoir. Leurs animaux sont déjà partis depuis parfois une semaine et ils reçoivent la facture et puis bon, bah, ils découvrent le prix, puis ils découvrent des pénalités qu'on leur a adressées parce que tel animal avait trop de graisse, par exemple. Ils peuvent avoir des factures négatives même. Et oui, dans certains cas, ça peut même arriver, notamment quand il y a des problèmes d'alimentation, que les animaux sont malades, c'est-à-dire ils ont des diarrhées, il faut les nourrir encore plus, etc. Et si c'est la même personne, par exemple une coopérative qui vous donne l'aliment et puis qui vous paye derrière, vous pouvez avoir une facture négative, vous avez travaillé et ça en fait, ça a juste augmenté vos dettes envers la coopérative. L'industrie a pris le produit, les a vendus. Ouais. Je crois qu'il y avait une éleveuse qui disait qu'avec chaque cochon qui partait à l'abattoir, elle mettait en plus un billet de 10 € par cochon, quoi. C'est pour dire à quel point... C'était peut-être pas chez moi, c'est Sophie sur l'usine des animaux. Ah oui, ok, d'accord, ouais. En tout cas, et puis nous, on l'a vu aussi avec un gaveur qui se retrouvait avec des factures négatives aussi, donc où il gavait des canards, il envoyait des canards, et comme il n'était pas dans la fourchette des poids de foie, il avait des pénalités, et finalement, c'est lui qui devait de l'argent. Là, en l'occurrence, c'était à Euralis à l'époque. Oui, parce qu'en plus, ces éleveurs ont un défi. Bien souvent, par exemple, tu as dit en canard, mais dans le porc, ils doivent respecter une gamme. Le cochon doit être entre tant de kilos et tant de kilos. Si vous livrez un cochon qui est 10 kilos de plus que la gamme qui est imposée par l'abattoir, eh bien vous êtes payé moins. C'est-à-dire que vous fournissez plus de produits, mais vous êtes payé moins cher. Donc il y a plein d'aberrations comme ça. Et juste pour finir pour le lait, par exemple, tu peux avoir deux élevages dans la même zone identique avec les mêmes moyens de production, les mêmes animaux, qui ne vont pas être payés de la même façon, parce que c'est la laiterie qui décide du prix. Et donc, la différence, par exemple, entre une laiterie qui va vendre uniquement en France, par exemple, et un Lactalis qui est mondial et qui, lui, doit être compétitif à travers la planète entière, eh bien, voilà comment on se retrouve avec des différences de prix où Lactalis, pour s'aligner sur les prix mondiaux, je révèle la formule du prix de Lactalis dans mon livre, on découvre qu'en fait, les coûts de production de l'éleveur, c'est vraiment un petit fragment de la formule de prix. Ce qui les intéresse, c'est d'être compétitif avant tout. Et en mettant en compétition nos éleveurs avec la terre entière, c'est comme ça qu'on en arrive à des conditions délétères pour les humains et parfois aussi pour les animaux. Tu évoques aussi dans ton livre quelque chose qui est peu connu en fait, dont on ne réalise pas trop l'impact que ça peut avoir, enfin économiquement en tout cas, la question du 5e quartier. Ah ouais. C'est-à-dire que quand les animaux passent à l'abattoir, on les met en pièces, quand on les démonte. C'est l'inverse de la chaîne de voitures qui monte des voitures, justement avec l'abattoir de Chicago qui a servi de modèle pour Henry Ford justement. En tout cas, on réduit les animaux en pièces, et dans ces pièces, donc bien sûr on pense à la viande, mais il y a aussi le 5e quartier. Alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est précisément? Alors, c'est assez glauque. Et puis, est-ce que ça représente finalement une grosse part et qui capte finalement tout à fait. Les sources, les bénéfices de cette Le 5e quartier, c'est tout ce que l'abattoir met dans sa poche sans le payer aux éleveurs. Il faut comprendre qu'un bovin, par exemple, c'est 50% de viande et 50% d'autres choses. Alors, moi, il y a une liste longue comme ça que je ne peux pas tout citer, mais on récupère tout ce qui est possible et imaginable. Je vais te donner quelques exemples. Le cuir, les peaux des animaux sont, notamment chez Bigard, mais aussi chez Vendry, par exemple, dans l'élevage bovin, de veau, exactement. Ils ont des chaînes de traitement du cuir intégrées, c'est des filiales, c'est-à-dire que on abat l'animal, on récupère la peau, ça part immédiatement dans une usine à cuir à proximité, et tout ça est valorisé, mais l'éleveur ne touche 0 € sur ces produits. L'industrie du cuir ne reverse pas un centime aux éleveurs. C'est-à-dire que lui, il touche que la viande, quoi. Que la viande. Ils sont payés sur la carcasse de viande et pas sur le reste. Et donc le reste, ça peut être le cuir, comme je te l'ai dit. Ça peut être aussi le sang, ça vous l'avez documenté, le sang des fœtus de veau, c'est-à-dire qu'il y a des vaches gestantes qui arrivent à l'abattoir, sachant que c'est interdit d'en envoyer normalement. On récupère les petits veaux qui étaient prêts à naître, et là, alors là je me base vraiment sur vos découvertes, mais ça a été confirmé. Le sérum fœtal bovin. Exactement, un employé qui est chargé de planter une aiguille dans le cœur du petit veau qui était prêt à naître. On le presse de toutes parts jusqu'à la dernière goutte. Il est blanc comme la mort et ce sang est placé dans un local spécial dans l'abattoir, dans une centrifugeuse, pour être transformé en sérum de veau fœtal vendu à l'industrie pharmaceutique. Ça peut être... Pour la culture de cellules, pour la culture de cellules, etc. Et ça peut être
dans les meilleurs cas, plusieurs centaines d'euros par litre. Et j'ai fait une dernière découverte qui là m'a vraiment marqué et qui a l'air vraiment inconnue de quasiment tout le monde, y compris les éleveurs. On va même jusqu'à récupérer les calculs biliaires bovins. Alors, il faut imaginer des sortes de petites billes marron, c'est de la bile agglomérée. Et ça se revend jusqu'à 150 000 euros le kilo. J'ai retrouvé une entreprise française dédiée uniquement dans ce secteur qui fait entre 200 000 et 300 000 euros de bénéfices chaque année. J'ai réussi à appeler le gérant pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites de ces calculs biliaires de bovins? Et il m'a dit, je ne peux pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas, il faudrait des années-lumière pour vous expliquer, ça sert à la pharmacopée chinoise, et puis il a fini par raccrocher. Et j'ai découvert en fait qu'on attribue à ces calculs biliaires bovins des dizaines de vertus thérapeutiques un peu farfelues, anti-âge, ça guérit les convulsions, ça rajeunit l'âme et l'esprit, ça peut même guérir certaines formes de cancer. Et là, c'est terrible parce qu'en plus d'abuser de la confiance des éleveurs, sans doute qu'on trompe aussi des malades qui sont en quête de guérison. Et nos abattoirs français participent à ce marché. Ils l'ont même reconnu quand je leur ai fait le contradictoire dans le cadre de mon enquête. Donc tout est valorisé, voilà. Absolument, tout est valorisé. Tout est valorisé. Alors, quand j'en discute avec eux, ils se défendent avec un argument qui est tout à fait recevable, c'est dire, de toute façon, quand on abat un animal, c'est quand même pour sa viande principalement, on se retrouve avec tout le reste, il faut bien en faire quelque chose. Et effectivement, je peux le comprendre. Ce qui n'est pas normal, c'est que connaissant la situation financière des éleveurs, pourquoi on ne les rémunère pas sur tout ça? Voilà, si vous voulez acheter un moteur de voiture, comme tu prenais l'exemple, je ne vais pas acheter la voiture en entier, ou alors je vais devoir te payer un petit peu plus cher, si je revends toutes les pièces dégâchées et que je garde que le moteur. Donc il y a quelque chose de quand même injuste là-dessus. Et tout ça a des conséquences. Du coup, tu parles de la situation notamment de Olivier Pourtout. Proutot qui finit au Resto du Cœur, endetté, donc c'est un éleveur de cochons. Ouais. Donc il est endetté d'abord à 450 000 euros, puis ça monte à 650 000 euros. Et est-ce que tu peux expliquer un peu comment il en est arrivé là? Est-ce que c'est représentatif aussi de la situation? C'est tout à fait représentatif. L'endettement moyen des éleveurs porcins, c'est un peu plus de 500 000 euros. Mais c'est une moyenne, donc ça cache des disparités. Mais moi, je suis allé dans une des plus grandes porcheries de Bretagne. L'éleveur, alors, c'est important de parler de son passif. Il a fait un burn-out à cause des normes qu'on lui imposait dans son élevage. Il a fait 4 hospitalisations psychiatriques, plus de 1000 jours d'arrêt de travail, 8 ans de traitement médicamenteux. Et un jour, il a quand même décidé d'y retourner et d'emprunter 5 millions d'euros pour se remettre aux normes et reprendre le travail. Et donc, c'est assez fou de se dire qu'il y a des personnes qui ont 5 millions sur le dos pour un travail qui a l'air extrêmement contraignant, harassant, qui leur provoque une grande souffrance mentale à ce point-là. Et au terme de ma visite avec lui, j'ai dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu continues? Et il me dit, mais moi, j'adore mon métier, je me vois faire que ça. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas encore bien perçu, mais sans doute parce que moi, je ne viens pas de ce milieu-là, que je n'ai pas hérité de cette passion familiale, etc. Mais c'est vrai que l'endettement qui pèse sur leur dos, c'est absolument terrible. Mais c'est aussi ça qui les empêche de parler librement, de pouvoir dénoncer les méfaits du système agricole, etc. Ouais, c'est la dette comme outil de contrôle social. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un éleveur endetté, c'est souvent un petit peu gênant. Donc, dès qu'il n'a plus de dette à payer, on va lui en proposer de nouvelles. On va lui dire, il faut impérativement maintenant que tu achètes un nouveau bâtiment, que tu te mettes aux normes ou que sais-je d'ailleurs. Et encore une fois, c'est vrai que décidément, ça fait 2 fois que je cite vos enquêtes, mais il y avait Francis Guillotot qui était un éleveur de poulets qui avait témoigné devant vos caméras. C'était un éleveur, en l'occurrence, c'était intéressant. Il avait fini de payer ses emprunts et lui, on lui disait, écoute, tu vas moderniser tes bâtiments et tu vas emprunter 1,5 million environ, sinon on ne te reprend pas. Il a refusé de le faire parce que s'il faisait ça, il allait être obligé d'aller dans l'élevage intensif, alors que lui, justement, il voulait un petit peu alléger son mode de production. Et du coup, aujourd'hui, ces bâtiments, ils sont toujours vides.
Et on se demande aussi à quel jeu jouent les banques dans cette histoire-là, puisque voilà, vous me prêtez justement des sommes colossales. Bah, tu parles de 5 millions, 1 million, mais c'est des sommes. Voilà, il faut des vies entières pour ah bah tout à fait, tous les revenus qu'ils ont. C'est incroyable, cette situation est ubuesque, vraiment. Ouais, tout à fait. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que quand tu es jeune agriculteur, il te faut une étude économique d'installation pour te lancer. C'est un document qui est fait par les chambres d'agriculture ou les comptables et validé par les banques qui disent, bon, bah, vous allez vous installer, vous allez emprunter, disons, 1 million d'euros, vous allez dépenser tant chaque année, gagner tant et vous verser tant de salaire. Je me suis rendu compte que bien souvent, ces études, elles sont totalement déconnectées de la réalité. Je prends l'exemple, Jérémy, 23 ans, il se lance dans l'élevage bovin comme son père. Son étude économique d'installation lui promet qu'il va se dégager 2 300 euros par mois. Sauf que 5 ans plus tard, il est à 350 euros par mois, réduit à dormir dans sa chambre d'ado chez ses parents. Et en regardant un petit peu ce qu'on lui avait promis et la réalité, il y a des écarts qui vont jusqu'à 430% de différence. Donc, ce n'est pas des petites erreurs à la marge. Son étude, elle était totalement bidon, en l'occurrence. Et ça aussi, j'ai énormément d'exemples. Et là, on peut s'interroger sur la responsabilité des personnes qui font ces études et des banques qui valident ces études, quoi. Parce que c'est ça aussi qui crée des drames pour les animaux et pour les humains et qui peuvent pousser des gens au... Absolument, parce qu'en plus, ce sont des comptabilités qui sont compliquées, qui sont difficiles de prévoir, et donc c'est sûr qu'on s'appuie sur un cabinet d'expertise, on est censé... Tout à fait, quand vous êtes jeune agriculteur, vous avez envie de faire confiance à tous ces gens-là, c'est des professionnels, et de toute façon, si le rêve de votre vie, c'est d'avoir un élevage, bon, vous avez envie que ça marche. Et les banques, bien aussi dans certains cas, poussent, c'est vrai, vers des modèles plus intensifs, qui sont plus coûteux, qui génèrent de plus gros prêts, ce qui est dans l'intérêt des banques. Je te raconte rapidement une autre histoire, celle de Marion, éleveuse de chèvres. Elle va avoir un petit élevage de ferme, faire son fromage à la maison pour le vendre dans la ferme familiale où ses parents vendent déjà de la viande à la ferme, en vente directe. La banque lui dit, écoute, nous on ne va pas te suivre, on veut d'abord que tu prennes 3 fois plus de chèvres et que tu prennes un contrat avec un industriel. Elle me dit, je voulais plaire à la banque, je voulais être éleveuse, donc j'y suis allée. Sauf que quelques mois plus tard, la laiterie, elle le lâche parce que en fait, elle était trop éloignée d'un point de vue logistique, c'était un peu compliqué. Donc voilà, elle se retrouve sans rien. Elle jette tous les matins, elle jette son lait à l'égout parce qu'elle ne peut rien en faire, elle ne peut plus le vendre à personne. Elle retourne voir la banque, leur dit « Écoutez, votre système, désolé, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut tout arrêter ? Tant pis. » Je mets la clé sous la porte. Elles disent bah, « On peut faire ça si vous voulez. Sauf que vous avez peut-être oublié, vos parents sont conscients. » Et là, elle se rend compte que si elle coule, elle fait couler la ferme familiale avec elle. Et donc, elle ne peut plus arrêter. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre d'étau dans lequel se retrouvent les éleveurs et les éleveuses. Infernal, quoi. Ouais, infernal. Et elle a songé aussi, cette jeune fille. Et tu révèles aussi, que puisqu'on est sur les banques, justement un partenariat entre le Crédit Agricole et la FNSEA à hauteur de 1 million d'euros. Tout à fait, ouais. C'est quoi l'objet de ce partenariat? Alors, c'est assez obscur et ni l'un ni l'autre parti n'a souhaité vraiment me donner des détails là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce partenariat? Alors, ce partenariat, tout le monde peut le trouver, il suffit de bien le chercher. En fait, c'est dans les comptes sociaux du Crédit Agricole. Il y a 800 pages, hein, donc il faut trouver la bonne page. Mais j'ai découvert que oui, fin 2021, une sorte de pacte sociétal, un partenariat autour de ça, en tout cas, a été signé entre le Crédit Agricole et la FNSEA à hauteur de 1 million d'euros. Et alors, je peux donner juste les détails, il faudrait juste que je regarde rapidement. Alors, hop. Et donc, on voit la liste des prestations à réaliser par la FNSEA pour le Crédit Agricole. Et donc, on voit 250 000 euros pour la réalisation et la fourniture d'études, 250 000 euros encore pour des partenariats en matière de communication, 130 000 euros pour l'abonnement à un service de consultation sur des questions juridiques, 160 000 euros pour avoir accès à une base documentaire et 150 000 euros pour un autre accès à une base documentaire. Donc tout ça est un petit peu nébuleux. Les sommes semblent vraiment importantes pour ce dont il est question. Et je n'ai trouvé absolument aucune trace, aucun résultat de ce partenariat. Pas de livrable, quoi. Pas à ma connaissance, ils n'ont pas été en mesure de me le fournir. Donc ça montre bien la connivence, en tout cas, qu'il peut y avoir entre le Crédit Agricole et la FNSEA. D'ailleurs, la FNSEA
C'est même inscrit dans la loi que le syndicat qui remporte les élections nationales siège au conseil d'administration, et c'est le cas depuis des décennies, quoi. Avec des enjeux énormes de pilotage finalement de l'agriculture. Parce que Oui, tout on à accorde fait. un prêt, un don, enfin on pousse, comme ce que tu dis, hein, on pousse à Ouais. l'industrialisation, à avoir des exploitations de plus en plus grandes, donc c'est un vrai instrument de contrôle. Finalement. Ouais, tout à fait. Tous les éleveurs ont des prêts sur le dos, quoi. Donc oui. Et pourtant, enfin, c'est ce que tu dis aussi, je ne savais pas, mais la plupart des conseils d'administration Ouais. du Crédit Agricole, localement, en tout cas dans les antennes locales et tout ça, il y a des agriculteurs qui siègent. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, c'est pas exactement les mêmes agriculteurs que moi j'ai rencontrés. Il y en a un certain nombre. Quand on étudie un petit peu leur profil sur les réseaux spécialisés, ils ont des entreprises aussi de placement financier, des entreprises immobilières. Certains sont à la tête, sont gérants de sociétés de bâtiments d'élevage. Donc, ils sont totalement dépendants des prêts bancaires. Donc là, on peut peut-être Le conflit d'intérêts est encore identifier massif ici. des conflits d'intérêts. D'autres ont des sièges à la SAFER ou dans les coopératives locales. Là aussi, on peut suspecter quelques SAFER, conflits d'intérêts. Excuse-moi, la SAFER, c'est l'organisme qui gère le rachat des terres agricoles. En fait, elle permet de définir à qui vont les terres agricoles. C'est un organisme qui est aussi controversé. Alors sur ce point, je tiens à le dire, le Crédit Agricole dit qu'ils ont des processus en interne qui permettent de les protéger de tout conflit d'intérêts, mais ça pose quand même question quand on regarde un peu plus près la composition de ces conseils d'administration. Alors tu parles justement d'éleveurs qui ont d'autres profils, qui peuvent être aussi avoir des sociétés de vente de bâtiments, Ouais. des choses comme ça. Justement, il y a Florent qui est éleveur, que tu as rencontré aussi, Ouais. et qui te parle du monde du para-agricole, c'est-à-dire toutes ces sociétés en fait, qui vendent du matériel, des tracteurs, des outils, des services. Ouais. Et on pourrait se dire, mais en fait, tout ce monde-là soutient le travail des éleveurs, facilite leur travail, Ouais. La mécanisation, etc. Bien sûr. Est-ce que la situation est aussi simple que celle-là, ou il y a encore des mécanismes pervers qui viennent ici fausser le... Lui, il appelle ça des dorifores. C'est des petites bestioles qui peuvent ravager des champs de patates, en l'occurrence. Et donc, il voit ça comme des petites bestioles qui grignotent les finances de part et d'autre, etc. Donc, c'est vrai que quand on est agriculteur, on a des factures, des frais qui arrivent dans tous les sens, notamment, par exemple, de la Chambre d'agriculture, qui vous demande des cotisations à droite à gauche, qui vous force à faire des formations qui sont payantes, même si vous n'en avez pas forcément besoin. Lui, il me dit qu'il doit payer une formation pour avoir le droit d'acheter des pesticides, quand bien même, lui, il en utilise que 20 litres par an. C'est-à-dire que la formation lui coûte plus cher que les produits qu'il achète au final. Il y a tout un tas d'aberrations comme ça. Et puis, il y a toutes les entreprises, effectivement, de bâtiments, de mécanisation, de tracteurs. On pourrait aussi parler des vétérinaires. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un agriculteur, il fait vivre une myriade d'acteurs autour de lui qui vivent de son travail. C'est-à-dire que c'est un agriculteur, il n'y a rien, il n'y a plus de filière, il n'y a plus de personne pour vendre des bâtiments parce qu'il n'y aurait personne pour en acheter. Et pourtant, c'est eux qui sont les plus méprisés, qui travaillent le plus, qui créent la richesse et qui, au final, en gagnent le moins. Quelque chose qui montre très bien ça, c'est par rapport aux subventions publiques. On va peut-être en parler après, mais il faut en 35 ans, entre 80 et 2015, les subventions publiques ont été multipliées par 11 et le revenu des exploitations a diminué de 17%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces subventions publiques, elles tombent dans les fermes, mais elles sont aspirées. Elles sont captées, quoi. Elles sont captées immédiatement par toutes ces entreprises qui gravitent autour d'eux, en fait. Parce que dès qu'il va y avoir plus de subventions, les tracteurs vont coûter plus cher. Enfin, chacun va essayer un petit peu de jouer sa carte pour dire vous avez reçu des subventions, ça vous permet de faire des achats supplémentaires. Et au final, rien ne reste dans la poche des agriculteurs. Ça fait penser un peu à l'aide au développement en Afrique, qui est aussi utilisée par les entreprises qui viennent construire des infrastructures. Ah oui, c'est vrai, on pourrait voir le parallèle. Ça me fait penser à ça. Ouais. Et quand tu parles de subventions, en fait, c'est hallucinant le poids des subventions dans le résultat d'une exploitation. Oui. Pour les exploitations laitières, on est à plus de 90%. C'est ça. Et dans les exploitations laitières, les subventions représentent 90% du résultat. Et dans les exploitations bovins-viande, 190% du résultat. C'est-à-dire, en gros, qu'on donne aux agriculteurs le double de ce qu'ils sont capables de générer eux-mêmes.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, il n'y a plus de subventions, quand même 9 milliards de packs chaque année, la moitié des fermes est en déficit. Et je crois que dans l'élevage bovin, c'est 90% des exploitations qui sont dans le rouge. Si on coupe les subventions, on n'a plus d'élevage, quoi. Non, franchement, l'agriculture, particulièrement l'élevage, en quelque sorte perfusé d'argent public. À la base, c'était pour permettre aux consommateurs de pouvoir s'offrir des produits alimentaires à bas prix et de garantir un salaire décent, un niveau de vie décent aux agriculteurs. Bon, au final, c'est pas du tout le cas. On se rend compte que... L'objectif est un peu raté, quoi. Ouais, l'objectif est totalement raté. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas aussi une distorsion de concurrence, finalement, avec des pays, puisqu'on exporte énormément de produits, mais finalement, ils sont sursubventionnés. Donc, finalement, ça fausse un peu les règles. Si on est dans une logique de néolibéralisme, finalement, les éleveurs mettent à disposition leur travail, et puis ils sont sursubventionnés. Donc, c'est de l'argent public, finalement, qui vient faire que les prix sont totalement faussés, finalement. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton raisonnement. Puisque en fait, les prix qui sont vendus quand on exporte des marchandises, en fait, ce n'est pas le vrai prix de ce que ça coûte réellement, puisqu'il faut ingérer ici de l'argent public. Tout à fait. Donc ça fait mécaniquement baisser les prix des matières premières qui sont exportées. Oui, tout à fait. Le prix des matières, des produits, notamment ici de l'élevage, il est très flou quelque part. Dans un supermarché, en fait, on a déjà payé de notre poche, nous, consommateurs, tout ce qui se trouve dans le magasin. Et donc, voilà. Et justement, sur la question des distributeurs, donc on a vu les éleveurs, donc le monde paysan, qui est dans un rapport de force qui est vraiment qui leur est absolument pas favorable avec les transformateurs. Ensuite, alors tu parles du système du sablier où on a 500 000 agriculteurs. 400 000 maintenant un peu. 400 000, parce que c'est une vraie hémorragie. 17 000 entreprises agroalimentaires. Et puis, dans le goulot là, du sablier, on a combien de distributeurs? Moins d'une dizaine de distributeurs. Moins d'une dizaine de distributeurs. Et après, on a 68 millions de consommateurs. Exactement. Donc, on voit bien avec ce schéma que le pouvoir est concentré sur les distributeurs. Tout à fait. Et justement, il y a une ligne de front, j'imagine, entre l'industrie agroalimentaire et les distributeurs. Et c'est ça, qui, à mon avis, font peu de cas du sort des éleveurs et des animaux, encore moins. Et du coup, quels sont les mécanismes des distributeurs qui mettent en place dans ce rapport de force avec l'industrie agroalimentaire? Tu l'as dit, déjà, ils sont qu'une dizaine et ils se rassemblent en centrale d'achat. Donc, ils se comptent maintenant sur les doigts d'une main. Ils se rassemblent entre eux pour négocier les produits alimentaires. Donc, j'ai pu mettre un peu mon nez dans ce qui se passe dans les boxes de négociation entre les industriels et la grande distribution. Effectivement, là, on commence à être très loin des animaux. On parle juste que de chiffres, concrètement, de prix et de volume. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que je me suis rendu compte que dans ces boxes très secrets de négociation, il y en a un négociateur témoigne, on négocie pas que le prix, on négocie le prix et le volume des produits, mais on négocie tout un tas d'autres choses. Parce qu'en fait, si vous êtes une entreprise qui veut être dans un supermarché, vous allez aussi devoir payer vos places dans le catalogue. Vous allez devoir payer les annonces à la radio si on fait la promo de votre produit, la disposition de vos rayons en magasin. Vous allez même financer le vol. C'est-à-dire, on va dire, on va vous prendre 100 poulets, d'accord, mais on sait que sur les 100 poulets, on va nous en voler 2 parce que statistiquement, c'est comme ça. Donc, vous allez nous en donner 102 et puis vous allez nous en offrir 50 pendant les vacances d'été, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la coopération commerciale. Et on voit bien que les distributeurs, parce qu'ils sont très peu nombreux et qui représentent facilement 20 à 30% des débouchés de n'importe quelle industrie agroalimentaire, ils peuvent imposer leurs lois jusqu'à même inventer des services fictifs. Ça, j'en parle, c'est les centrales de services. On vous dit, écoutez, vous allez nous donner 2% de tout le chiffre que vous allez faire avec nous. Et en échange, on va vous aider à développer vos produits à l'international, on va vous faire des études de marché, etc. Et en l'occurrence, il y a un grand distributeur qui a été condamné définitivement parce qu'on s'est rendu compte que les services qui vendaient étaient totalement fictifs. Mais voilà, des négociateurs de métier, certains à la retraite, m'ont confié que c'était peu à peu rentrer dans les deals, de négocier des choses qui étaient totalement fantaisistes. L'idée était simplement de faire monter les enchères et faire payer le plus possible les industriels aux distributeurs. Effectivement, ça a des conséquences directes sur les agriculteurs et sur les animaux.
Et ouais, parce que voilà. Qui sont les variables voilà, d'ajustement, voilà, éventuellement. Alors il y a quand même des personnes qui essayent de faire bouger un peu les lignes, hein, ce qu'on peut appeler les lanceurs d'alerte. Il y a des journalistes qui enquêtent, etc. Est-ce que justement c'est efficace? Est-ce que ça fait bouger les lignes? Et qu'est-ce qui sont protégés? Qu'est-ce qui leur arrive, quoi? Effectivement, dans mon enquête, je me suis dit, bon, je ne suis pas le premier à découvrir tout ça. C'est pas possible. Et effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Mais je me suis rendu compte que les personnes qui avaient, de l'intérieur, essayé de changer la donne, bien souvent, s'étaient retrouvées bâillonnées, piétinées. Il y a plusieurs exemples. Il y a Pierre Inard, qui était responsable qualité dans un abattoir à Châteaubriand, qui a lancé l'alerte parce qu'il avait été témoin de pratiques sordides, de remballe de viande, c'est-à-dire de la viande avariée qu'on coupait et qu'on renvoyait, et comme ça, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle soit écoulée totalement. À chaque fois, on la charcutait un petit peu pour que ça passe et on la renvoyait notamment dans des chaînes de restauration ou de fast-food. Bon, il a lancé l'alerte à un moment, il s'est fait licencier dans l'heure qui a suivi pour faute grave. Et puis, je raconte ces 15 années de procédure juridique pour montrer qu'il était de bonne foi, qu'il était lanceur d'alerte. Et certes, c'est le premier à avoir fait condamner l'industrie agroalimentaire, un abattoir en l'occurrence, mais il s'en mord un petit peu les doigts parce que derrière, c'était très dur à gérer. Un autre exemple, c'est Fabien Soleiman qui avait lancé l'œuf qui ne tue pas la poule. Il avait proposé un modèle où les poules pondeuses n'étaient pas envoyées à l'abattoir au bout de quelques mois, mais pouvaient mourir entre guillemets de vieillesse en étant placées dans un élevage dédié pour finir leur vie tranquillement. Ben, j'explique les mécaniques qui ont provoqué sa faillite, et lui, il considère que ça a été monté de toutes pièces par l'industrie agroalimentaire qui était concurrente et qui voyait d'un très mauvais œil son modèle parce que ça remettait en cause le modèle principal, quoi. Donc c'est pas facile de remettre en cause ce système. Est-ce que les éleveurs, il y a des éleveurs aussi qui sont lanceurs d'alerte ou enfin avec tout ce qu'on a décrit jusqu'ici, on voit que c'est compliqué d'avoir une marge de manœuvre. C'est très compliqué. Est-ce que tu as pu rencontrer, enfin, est-ce que les éleveurs t'ont parlé facilement en fait aussi? C'était pas forcément. C'était assez facile d'entrer en contact avec eux. Alors, il y en a un certain nombre qui sont très volontaires pour prendre la parole. Je pense à Philippe Grégoire, notamment, un éleveur laitier, qui a pris à bras-le-corps ce statut de lanceur d'alerte. Il m'a mis en relation avec un certain nombre d'agriculteurs. Et puis, non, sinon, moi, c'était beaucoup de tentatives, parfois infructueuses, parfois pas, pour rencontrer les personnes, qu'elles acceptent de témoigner. Certains ont accepté de le faire sous couvert d'anonymat. D'autres ont eu le courage de témoigner en leur nom et il faut les féliciter pour ça. C'est un milieu qui est quand même très violent. J'ai découvert que c'est très violent aussi bien pour les éleveurs que aussi pour les salariés de l'agroalimentaire ou pour les personnes qui travaillent dans des coopératives agricoles. En fait, dans toute la filière, il y a une sorte de violence qui s'exerce et qui pétrifie de peur toutes les personnes qui oseraient parler, quand bien même elles ont été témoins de pratiques sidérantes qu'elles ne cautionnent pas du tout, quoi. Et au cœur, en tout cas, du système, on voit aussi qu'il y a l'industrialisation, finalement, de l'agriculture, de l'intensification de l'élevage, qui se joue depuis les années 70. Oui, bien sûr. Et tu parles aussi d'autres lanceurs d'alerte, finalement, des scientifiques, de l'INRAE et de CNRS, qui ont fait une sorte de mea culpa, finalement, ou en tout cas qui explique que le bien-être animal, on va dire, et l'élevage intensif, c'est inconciliable, quoi. Ouais, tout à fait. C'était dans la revue Sésame en 2022, une tribune d'une dizaine de chercheurs en bien-être animal, donc pas des militants, qui ont écrit noir sur blanc, écoutez, il faut être clair, améliorer le bien-être animal en élevage intensif, c'est pas possible. Voilà, c'était un peu un aveu d'échec. J'ai discuté avec un certain nombre d'entre eux. Et ils me disaient, voilà, ça fait 10, 20, 30 ans qu'on essaye d'améliorer. C'est pas possible, c'est trop contraignant. Et quand on propose des solutions, les industriels n'en veulent pas s'il n'y a pas un intérêt marketing ou commercial derrière. Je parle par exemple de Christine Leterrier, qui avait trouvé une méthode pour éviter le piquage dans l'élevage avicole. Donc c'est les volailles se picorent entre elles. Parfois ça peut aller jusqu'au cannibalisme quand la densité est trop élevée. Bon, elle s'est rendue compte qu'en ajoutant un peu d'oméga 3 dans l'alimentation animale, ça réduisait leur stress et ça pouvait améliorer le piquage. Elle me dit, j'ai commencé à présenter ça lors d'une journée de rencontre à des industriels.
j'ai même pas fini ma présentation, qui m'ont dit bon, écoutez, non, ça nous intéresse pas, ça va nous coûter trop cher, point à la ligne, quoi. Donc on se rend compte que le bien-être animal est améliorable que si derrière il y a une transformation en argument marketing ou commercial. On peut le comprendre, si on augmente les coûts, derrière ils veulent augmenter le prix vendu, etc. Mais c'est-à-dire que la recherche du bien-être animal n'est pas fondamentale, elle n'est pas abordée d'un point de vue philosophique ou éthique, c'est d'un point de vue marketing. On peut le comprendre vu le système économique dans lequel on est, bien sûr, mais ça méritait d'être montré clairement par ces chercheurs et ils l'ont bien fait. Et voilà, ils dressent un tableau assez sombre en disant on envoie les animaux vraiment de façon très précoce à l'abattoir et les densités dans lesquelles ils sont leur permettent pas de s'exprimer normalement et ça crée des problèmes de toutes parts, quoi. C'est une tribune oui, plutôt courageuse dans la mesure où l'INRAE est justement au service des filières de l'élevage et a eu ce rôle-là. Ouais, c'était assez osé d'écrire cette tribune-là. Ouais, c'était une sorte de petit séisme passé un peu inaperçu, mais ouais, c'était assez surprenant. Parce qu'on a l'habitude de voir effectivement de la part de zootechniciens en fait, qui sont aussi dans une culture de ce type d'élevage-là justement. Hein. C'est difficile d'imaginer autre chose. Tu parlais aussi des éleveurs, de la formation. Voilà, c'est tout un monde agricole dont on a du mal à faire un pas de côté pour voir qu'on peut faire autrement. Bah oui, tout à fait. Et puis, alors, l'INRAE, c'est une chose, mais après, il y a les instituts techniques, l'Institut du porc, etc. Eux, ils sont financés par la filière, pour la filière. Donc, effectivement, qui a le plus d'argent, c'est évidemment les modèles plus intensifs, plus industriels. Donc, la recherche est quand même plutôt orientée vers ce modèle-là que par la volonté de trouver des alternatives, par exemple. C'est vrai. Alors, tu nous as parlé de Philippe Grégoire, que tu as eu au téléphone, je crois, à la fin du livre, qui était en contact avec des éleveurs. Oui, tout à fait. Disent, enfin, on est sorti du métier, quoi. Enfin, on est sorti de prison, quoi. C'est ça qu'ils ont utilisé comme terme. Ce terme, on est sorti de prison, une phrase très puissante pour dire qu'ils sont sortis de l'élevage, on est sorti de prison. Ça résume bien, je crois, tout ce qu'on vient de dire. Mais du coup, comment, justement, est-ce que tu as des pistes à nous livrer ? Parce que j'imagine c'est quand même ce qu'on se pose comme question. Comment on sort de ce système ? Comment les éleveurs sortent de prison, quoi. Ouais. Je suis un peu gêné parce que je me dis que je serais très prétentieux d'arriver avec des solutions magiques à des problèmes qui existent depuis des décennies. Et il faut bien comprendre que déjà, il y a quand même plein d'éleveurs, malgré toutes ces difficultés, comme je te le dis, ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils sont amoureux de leur métier. Moi, il y en a une autre phrase très marquante. Jean-Marie m'a dit je considère que je fais le plus beau métier du monde, il ne faut juste pas que j'essaye d'en vivre. En fait, ces gens-là adorent leur métier, mais ils détestent ce que c'est devenu, en fait. Voilà. Et donc, certains, on a beau... je pense que c'est difficile à comprendre pour toi comme pour moi, parce que nous, de façon rationnelle, on ne voudrait pas faire ce métier-là, et c'est des entreprises qui n'ont pas de rationalité économique quelque part. Mais j'ai l'impression que la passion pour le métier et la fierté, parfois, dépassent un petit peu tout ça. Alors, il y en a certains quand même qui ont quitté le métier, que j'ai rencontrés dans mon enquête, qui sont devenus maçons ou autres. Et eux, ils ont effectivement l'impression de revivre. Voilà, ils ont des week-ends, ils ont des congés, ils sont 35 heures et un salaire garanti à la fin du mois. Mais de façon un peu irrationnelle, certains s'entêtent là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les sauver ? C'est pas simple de répondre à cette question. Il y a eu des lois pour protéger le revenu des agriculteurs, Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. Dans mon enquête, je montre que bien souvent, ces lois ne sont pas appliquées. Au lendemain de leur signature, elles sont contournées d'une façon ou d'une autre. Il faut effectivement, si on considère que consommer des produits animaux est acceptable, il faut peut-être privilégier les circuits courts. Moins il y a d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, mieux c'est pour tout le monde. Mais en disant ça, je sais que j'effleure à peine, je parle d'un grain de sable dans le désert, quoi. S'il n'y a pas d'engagement, de volonté politique, de courage politique et d'engagement fort de l'agro-industrie, je vois mal comment on pourrait sortir de façon un petit peu miraculeuse de cette situation. C'est assez fataliste, mais bon. Ouais, tu parles de la politique et de l'agro-industrie. Ouais. C'est vraiment là que se cristallisent en fait tous les pouvoirs et les possibilités de changement aussi.
Justement, la question de l'instruction, on voit que les éleveurs sont finalement devenus des salariés de l'industrie agroalimentaire, Des prestataires de services. Mal protégés, hein, voilà, Ouais. des prestataires très mal protégés qu'on peut justement jeter au fur et à mesure des évolutions. Enfin, là, si tu ne marches pas, enfin, marche ou crève, quoi. C'est vraiment ça. Ou on le laisse au bord de la route, ou à la rigueur, tu fais du circuit court, mais c'est très minoritaire, en fait. Il y a ça aussi. En tout cas, nous, avec L214, on a l'impression qu'il y a une nécessité, en tout cas, à réduire le nombre d'animaux, et en commençant la réduction du cheptel, on parle aussi la Cour des comptes, à réduire le nombre d'animaux en commençant par l'élevage le pire, c'est-à-dire l'élevage intensif, ceux où les éleveurs aussi ne se retrouvent pas forcément épanouis. Hein, quand vous êtes un éleveur de poulets dont le boulot est de ramasser les poulets morts le matin et le soir dans un élevage avec des fenêtres fermées, voilà, c'est pas forcément épanouissant non plus comme travail, quoi. Et on estime que pour y arriver, il y a une urgence aujourd'hui et qu'il faut mettre un chiffre. C'est-à-dire nous, on aimerait que la France ait pour objectif d'ici 2030 de diminuer de moitié le nombre d'animaux. On sait que le nombre d'éleveurs qui vont partir à la retraite, c'est d'ailleurs d'ici 2030, une moitié des éleveurs. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de cette solution, 2030, de cette orientation? D'ici 2030, réduire de moitié le nombre d'animaux tués, c'est ça? Absolument. Alors, c'est un objectif très ambitieux, c'est dans 5 ans quand même. Mais du coup, ça rend la question assez intéressante. Si je devais essayer de concevoir ça, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on on supprime la moitié des élevages ou qu'on diminue de moitié les animaux dans ces élevages? Ici, c'est le nombre d'animaux tués. Donc, donc peu importe en fait. Ouais. Peu importe. En tout cas, on s'aperçoit que, tu vois, sur les poules pondeuses, par exemple, on s'était aperçu qu'un éleveur peut s'occuper de 60 000 poules pondeuses, alors que tu peux faire à la place 6 élevages de plein air, en fait. Donc, en fait, on se rend compte que diminuer le nombre d'animaux tués ne veut absolument pas dire diminuer le nombre d'éleveurs divisé par 2, quoi. D'ailleurs, les tendances qu'il y a aujourd'hui sont bien plus... L'accélération du nombre de comment dire, la façon dont l'élevage a évolué dans les dernières années. Dans les 10 dernières années, on a perdu combien? 100 000 exploitations. 100 000 tous les 10 ans, donc il n'en reste plus que 300 000 environ. Donc dans 30 ans, on se demande à quoi ça ressemblera. Donc on se rend compte que c'est un véritable séisme, en fait, qui s'est passé dans l'agriculture en très très peu de temps. Et Edgar Pisani, qui était un peu l'artisan de cette industrialisation et intensification de l'agriculture, à la fin de sa vie, disait on est allé trop loin, il faut absolument revenir en arrière. Il a regretté ce qu'il avait mis en place. Alors, ça m'intéresse, moi, de creuser cette histoire de diminuer de moitié les animaux tués. Alors, ça pose plusieurs questions. Déjà, ça voudrait dire qu'il faut imposer, enfin, faire passer l'idée aux personnes qu'il faut consommer moins de produits animaux. Donc, c'est un défi en soi. Il y a une conséquence très concrète aussi, c'est pour les abattoirs. Parce qu'un abattoir, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il tourne à bloc sans s'arrêter. Donc là, il commence à y avoir une décapitalisation effective, notamment dans le secteur des bovins, parce que c'est le secteur le moins rentable. Les chambres d'agriculture m'ont dit, dans toutes les zones où on peut faire autre chose que de l'élevage, on arrête l'élevage pour faire que de la culture de céréales. Donc, sur les bovins, la machine est déjà en route, j'ai envie de dire, et les abattoirs commencent à s'inquiéter. Et ils commencent à s'inquiéter, du coup, le prix de la viande rouge, pour le coup, a un petit peu augmenté, parce qu'ils commencent à se battre pour faire tourner leurs abattoirs. Donc, ça aurait de grandes conséquences sur les abattoirs. Il y aura un certain nombre d'abattoirs qui fermeraient, sans doute, et donc, ça impacterait le maillage territorial. Il y aurait de moins en moins d'abattoirs, ça impliquerait des transports encore plus longs pour les animaux qui resteraient, peut-être même qui dépasserait les normes en vigueur. Donc, on se retrouverait dans une situation très compliquée à gérer où il faudrait prendre des décisions drastiques. Est-ce qu'on allège les normes ou est-ce que si on confirme ces normes, il va falloir fermer des élevages ou en ouvrir d'autres, etc. Enfin, ça provoquerait, c'est sûr, une sorte de chaos dans la profession. Visiblement, le chaos, il est déjà là. Le chaos est déjà là, mais... et on peut aussi garder des abattoirs plus petits. Enfin, Après, c'est aussi, si on parle de l'impact, combien coûte l'élevage intensif en termes de santé publique. Exactement. On pourrait parler des algues vertes, énormément d'externalités. Une piste que je trouve intéressante, qui pourrait coller à cette idée que vous défendez, ce serait
c'est purement théorique, mais de faire de la viande un produit de luxe. Tu vois, ça pourrait permettre de diminuer drastiquement le nombre d'animaux, parce qu'on devrait en élever moins pour avoir un revenu similaire. Ça pourrait permettre d'offrir peut-être de meilleures conditions de vie aux animaux. Mais ça impliquerait là aussi de dire à la population française que tout le monde ne peut pas manger des produits animaux à bas coût. Mais tout ça est lié, évidemment, de consommer des produits animaux le moins cher possible. Ça a toutes les conséquences qu'on a dit pendant cet entretien. Donc, même ça nécessiterait un grand courage politique et changer profondément son rapport aux matières animales. Ouais. Mmh. En tout cas, la question est ouverte. Comment on peut, en tout cas, il y a une urgence, on voit, il y a une urgence parce que, comme tu le disais, il y a entre 1 et 2 éleveurs qui se par jour. On voit que c'est un système qui marche totalement sur la tête, économiquement et de toutes les sortes possibles. Aux Pays-Bas, je rebondis parce que ça m'intéresse cette question. Aux Pays-Bas, ils ont décidé de supprimer un tiers des élevages intensifs pour des considérations écologiques. Et ils ont pris la décision, ils l'ont fait, ils l'ont mise en place rapidement en essayant d'offrir aux éleveurs des portes de sortie. De racheter des exploitations, d'accompagner, un accompagnement. Quoi. Ouais, un accompagnement, une reconversion, que ce soit dans l'agriculture ou dans des structures dans d'autres secteurs d'activité. À voir ce que ça donne, c'est encore assez frais cette mesure, mais ça prouve que quelque part c'est possible. Donc voilà. Et à un moment donné, il peut y avoir une nécessité fait loi. Tout à fait. De toute façon, tous les agriculteurs que j'ai rencontrés ont l'impression que leur métier est au bord du gouffre et que l'agriculture française va mourir. Autre question que ça pose, si on réduit de moitié le nombre d'animaux tués, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on importe le reste pour satisfaire la demande? Non, ici c'est le nombre d'animaux tués pour la consommation française, donc qui compte aussi les importations pour le coup. Ah oui, d'accord, ok. Là aussi ça nécessite un grand courage politique. Ouais. On espère qu'on aura ce courage politique à un moment donné. En tout cas, merci beaucoup, c'est passionnant et vraiment je conseille la lecture du livre, donc Le sens du bétail, c'est aux éditions Flammarion, pour sentir un peu l'état d'esprit dans les campagnes françaises, comment ça fonctionne, parce qu'on voit beaucoup de mouvements sociaux, et voir un petit peu derrière les discours des représentants des éleveurs, comme la FNSEA, qui se présentent justement comme les représentants des éleveurs français, que finalement la situation est un peu plus compliquée que ça. Et c'est ça qui est admirable dans le bouquin, c'est la complexité, il n'y a pas de noir-blanc. Et on peut parler des animaux, de la question des éleveurs et voir un peu toutes ces mécaniques qui sont très complexes finalement. C'est intéressant, je pense, le sens de mon travail, d'avoir un discours nuancé, de parler à tout le monde, d'ouvrir son esprit pour comprendre les motivations de chacun, parce que tout le monde pense faire ce qui est juste, ce qui est bon, si vous voulez. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais si on veut vraiment comprendre les problématiques dans toute leur complexité et pouvoir se faire un avis éclairé, c'est important de pouvoir écouter tout le monde, tout simplement, quoi. Et les éleveurs en premier, bien sûr. Et le livre y contribue. Ulysse Thévenon, merci. Merci beaucoup.